Bonjour à tous, bienvenue dans Politique Matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 pour vous informer sur toute l'actualité politique et parlementaire. Et pour nous accompagner ce matin, Pascal Popelin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, proche de Manuel Valls. Avec vous, nous allons parler de la colère des policiers. Vous nous direz quelles peuvent être les marges de manœuvre du gouvernement pour apaiser ce malaise. Enfin, les syndicats sont-ils dépassés par leur propre base? Le FN est-il derrière le mouvement, comme le pense Jean-Christophe Cambadélis, ou y a-t-il récupération politique? On va en discuter avec vous dans quelques instants. Mais avant cela, comme chaque matin, la revue de presse, celle de Rim Benhammer. Bonjour Rim. Bonjour Brigitte. Qu'y a-t-il dans les quotidiens ce matin? Écoutez, aujourd'hui dans la presse, on se met dans la peau de Manuel Valls. Va-t-il y aller? Et ça va mieux du côté de l'emploi pour le plus grand bonheur de François Hollande. Alors là, on vous interrogera bien sûr Pascal Popelin pour réagir à tout ça. Et puis à 9h, ce sera l'invité de la matinale, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate à la primaire de la droite. À 4% dans les sondages, comment envisage-t-elle l'après-primaire? Donnera-t-elle des consignes de vote en cas d'élimination dès le premier tour? Elle souhaite un revenu universel et une flat tax. Ce dispositif ne fait-il pas que des perdants? Enfin, François Bayrou est-il responsable de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012? Appartient-il à sa famille politique? Nous lui poserons toutes ces questions. Et puis si vous aussi vous souhaitez l'interroger ou tout simplement réagir dans cette émission, faites-le surtout sur Twitter avec le hashtag Polmat. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 26 octobre. Baisse historique du chômage en septembre, c'est le recul le plus important enregistré depuis 1996, moins 1,9%. 66 300 chômeurs ont quitté les statistiques de Pôle emploi le mois dernier. François Hollande y voit le fruit de sa politique, l'opposition, les effets du plan de 500 000 formations qui sort les demandeurs d'emploi de la catégorie A. Ce bon chiffre sera-t-il suffisant pour permettre à François Hollande de se représenter en 2017? Hier, les socialistes ont clairement exprimé leurs doutes en réunion de groupe. Claude Barthelone évoque quand même un problème d'incarnation. Dans l'opinion, seuls 4% des Français sont satisfaits de l'action du président selon une enquête du Cevipof. Et selon un dernier sondage Sofres, le président battu dans tous les cas de figure dès le premier tour arrive systématiquement 4e ou 5e de l'élection derrière Jean-Luc Mélenchon. Les policiers à l'Elysée, leurs représentants seront reçus en fin de journée par François Hollande, 10 jours après le début du mouvement. Hier, ils étaient quelques 150 rassemblés devant le palais de justice de Paris et dans plusieurs villes de province. Une marche de colère policière et citoyenne est organisée aujourd'hui. En parallèle, les forces de l'ordre contestataires se mobilisent la nuit et se retrouveront à 14h devant l'Assemblée nationale. Tout de suite, la revue de presse de Rim Benhammer et on fait le point sur Manuel Valls. Alors les journaux s'intéressent ce matin, Rim, sur le Premier ministre. A-t-il eu une chance s'il va à la primaire de la gauche à la place de François Hollande? Oui, cette hypothèse, on en parle de plus en plus. Libération s'est donc mis dans la peau de Manuel Valls. Regardez cette une, référence au célèbre film Dans la peau de John Malkovich. Sous le crâne du Premier ministre, la pression monte. Y aller, attendre, renoncer. Ses proches lui mettent donc de plus en plus la pression. Emmanuel Valls est pris entre sa raison qui lui dit de ne pas être candidat et son ambition qui lui dit de marquer le terrain. Résume une ministre. En privé, le Premier ministre confie qu'il refuse d'être confondu avec le livre du président. En tout cas, il sait ce qu'il ne doit pas faire, soutenir Hollande comme candidat en 2017. Il est donc coincé entre deux feux. Mais le risque de ne pas y aller serait encore plus grand, selon la journaliste qui a écrit l'article. Et pour Laurent Geoffrin, dans son éditorial, Manuel Valls a raison de se préparer. Il a les qualités du rôle, il sait décider, réfléchir, parler. Il sait trancher, ce qui aide à gouverner, mais il est trop coupant, ce qui freine le rassemblement, se déplore l'éditorialiste. En revanche, c'est clair pour le Figaro. En 2017, les Français ne veulent ni de Valls ni de Hollande. Selon un sondage publié par le journal, les deux hommes finiraient en 4e ou 5e place, quel que soit leur adversaire. Et pour Paul-Henri Dulimbert, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Manuel Valls a détérioré son image en cohabitant avec François Hollande, juge l'éditorialiste. Le président semble lui avoir transmis sa passion de l'équivoque et du flou. Comment comprendre autrement son appel à ses pires adversaires autrefois, lui qui avait parlé de gauche irréconciliable, analyse l'éditorial Brigitte.
Emmanuel Valls qui dit que ce matin, ce qu'il a à dire au président de la République, il le dit directement et contre tout pronostic, nous pouvons représenter un espoir en 2017, vient de déclarer Manuel Valls. Il y a des chances, Pascal Popelin, pour la gauche à la prochaine présidentielle, malgré tous les sondages, tous les pronostics? En tout cas, c'est la seule chose qui m'intéresse. Pas pour la gauche en elle-même, pas pour ceux qui ont exercé la difficile responsabilité du pouvoir depuis 2012, mais simplement parce que je pense que pour la France, il y a une nécessité de poursuivre la politique qui a été engagée, de mieux l'expliquer, certes, de la prolonger, mais en tout cas certainement pas de repartir dans la régression qui nous est proposée. On parlera tout à l'heure de la police, on pourra revenir sur ce qui a été fait avant et ce que nous avons fait. On pourrait parler de l'éducation nationale aussi. Donc on ne peut ni aller vers la régression, ni aller vers une aventure dangereuse qui serait celle de l'extrême droite. Donc il y a un enjeu majeur, et c'est ça la seule question. C'est comment, alors qu'aujourd'hui tout indique que ça ne serait pas le cas, la gauche et la gauche de gouvernement est en capacité d'être présente au deuxième tour de l'élection présidentielle pour avoir une chance de l'emporter. Alors pour cela, il faut se rassembler. Manuel Valls a lancé des appels au rassemblement, à Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Aurélie Filippetti, et pour autant ces appels sont restés lettre morte. Ça dépend ce qu'on entend par appel au rassemblement. Il est évident qu'une primaire a été prévue. Donc il ne s'agit pas de dire pas une tête qui dépasse et la primaire n'a qu'un candidat. Mais en revanche, il faut créer les conditions qui permettent que, à l'issue de cette primaire et du vote de celles et ceux qui voudront s'y déplacer, le rassemblement puisse s'opérer. Quand Arnaud Montebourg engage sa campagne à Frangy-en-Bresse en disant que le bilan de la majorité sortante et singulièrement du président de la République est indéfendable, il ne crée pas forcément les conditions du rassemblement. Les conditions du rassemblement, c'est en cela. Et quand vous parliez des gauches irréconciliables, mais vous citiez de Limbert du Figaro, dont on peut imaginer qu'il ne veut que du bien à la gauche, c'est pas vis-à-vis d'Arnaud Montebourg ou de Benoît Hamon que Manuel Valls a dit ces choses, mais par rapport à des propos qui ont été des propos de l'extrême gauche ou de Jean-Luc Mélenchon ou de Clémentine Autain à l'époque, et qui donnaient clairement le sentiment que effectivement là il y avait une vraie différence et qu'il serait extrêmement compliqué de pouvoir se rassembler. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a dressé ce constat, il ne faut pas rester les bras ballants et il faut toujours chercher le rassemblement le plus large. Alors il y a une bonne nouvelle qui est tombée hier, Rime, ce sont les chiffres du chômage, la baisse du mois de septembre, et on la trouve dans les quotidiens ce matin. Oui, dans les Échos, c'est une bouffée d'oxygène bienvenue pour François Hollande. Une petite lumière selon le quotidien qui ajoute, malgré les évolutions erratiques, les 3 trimestres de baisse valident l'inversion de la courbe du chômage, érigée en symbole. Mais tout n'est pas réglé, loin de là. Il faudra que ces chiffres se confirment dans un mois, dernière échéance avant l'annonce potentielle de sa candidature, conclut les Échos. Côté presse locale, le Télégramme s'interroge, ce que cache la baisse de septembre. Les contrats aidés et le grand plan de formation financé par l'État ont lissé la statistique, selon le journal. Mais le marché de l'emploi reste inaccessible à 5,7 millions de Français et eux ne s'y trompent pas. Midi Libre fait également sa une sur les chiffres du chômage. Chômage, une baisse record en septembre, 1,9% en France et 2,4% en Occitanie. Et dans son éditorial, Yann Marek se réjouit. Cette nouvelle tombe au meilleur moment pour le chef de l'État qui prépare sa contre-offensive médiatique. Cette courbe est le seul airbag qui le protège d'un accident avant la primaire, Brigitte. Et puis le Parisien fait une interview de 2 pages de Bruno Le Maire. Alors qu'apprend-on dans cet entretien? Bien écoutez, surtout ce qu'on apprend, c'est que Bruno Le Maire reste déterminé, même s'il est très bas dans les sondages. Je veux gagner, je n'envisage pas d'échouer, lance le candidat à la primaire. Il soutiendra toutefois le vainqueur en cas d'échec, mais il n'envisage pas un ralliement pour négocier une place de Premier ministre. Les différences de projet excluent d'être numéro 2 selon lui. Côté projet, justement, un objectif de réduction de dépenses de 85 millions d'euros avec 500 000 effectifs d'emplois publics en moins, la privatisation de Pôle emploi, le report du prélèvement à la source ou encore l'interdiction du voile à l'Assemblée. Voilà, toute l'interview est à lire dans Le Parisien. Et puis un peu d'humour pour terminer, c'est le dessin du jour.
Oui, c'est le dessin de Nono dans le Télégramme. Les courbes inspirent les caricaturistes ce matin. On est à 4%, trop bien, se réjouit François Hollande. Il confond taux de chômage et cote de popularité, glisse un conseiller. Il a son inversion, lance un autre. Merci. Rime pour cette revue de presse. On revient d'ailleurs tout de suite sur les chiffres du chômage qui ont fortement chuté. Au mois de septembre, la baisse est historique avec un recul d'1,9% sur un mois. Une tendance qui se confirme sur 2016 pour François Hollande qui y voit les effets de sa politique. L'opposition évoque le plan formation et les contrats aidés plus qu'une baisse structurelle. Elsa Mondagava. C'est enfin une véritable embellie sur le front du chômage. Moins 66 300 personnes inscrites pour le mois de septembre en catégorie A. Une baisse jamais vue depuis 1996. Sur les réseaux sociaux, François Hollande se félicite. Pour le chef de l'État, se confirme une tendance installée depuis le début de l'année. Pour cette même catégorie A, le chômage recule de 1,7% sur un an. En revanche, pour les catégories B et C, les demandeurs d'emploi qui exercent une activité réduite, le constat est à la hausse, plus 1,4% en un mois, plus 6,1% en un an. Ces chiffres pour le mois de septembre interviennent après un mois d'août catastrophique, plus 50 200 chômeurs. Cette tendance à la baisse est donc très fragile, mais elle redonne du baume au cœur à ceux qui croient encore à une candidature de François Hollande. Et ils sont de moins en moins nombreux. Une réaction sur le chômage, Pascal Popelin. Est-ce que c'est pas une baisse en trompe-l'œil finalement avec tous ces emplois aidés, ce plan de 500 000 formations et beaucoup de désinscriptions au mois de septembre? Alors d'abord, le commentaire qui consisterait à dire que le taux du mois de septembre baisse parce qu'il y a plus de gens qui sont en formation est contredit par le fait que quand on regarde la catégorie D, puisque c'est de ça dont il s'agit, il y a 500 personnes de moins en formation dans la catégorie D, c'est-à-dire que c'est étal, il n'y a pas eu des vases communicants. Moi après, je suis toujours extrêmement prudent avec ces statistiques mensuelles de Pôle emploi. Je pense que ce qu'il faut regarder, c'est sur la durée les statistiques de l'INSEE. Il y a clairement, depuis le début de l'année 2016, une diminution du nombre de gens qui recherchent un emploi. Pour autant, on est avec beaucoup trop de monde, mais c'est une... la situation économique trouvée en 2012, le rapport à l'époque de M. Gallois, la nécessité de remettre de la compétitivité, tout ça prend du temps. Alors ces chiffres du chômage, ils arrivent en tout cas à point nommé pour François Hollande, contesté dans son propre camp après le livre des journalistes du Monde. Hier, la réunion du groupe socialiste à l'Assemblée nationale a été houleuse. Pour Claude Barthelone, il y a même un problème d'incarnation. Jean-Baptiste Daoulas. À huis clos, pendant leur réunion de groupe du mardi, 4 députés socialistes n'ont pas hésité à s'en prendre à François Hollande. C'est le cas de Marcel Rogemont. J'ai voulu dire que les militants que je rencontre sont désappointés, désorientés. Et donc, il y a besoin très rapidement d'avoir un point d'appui pour pouvoir parler, pour pouvoir dire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, on est totalement inaudible. Toujours à huis clos, le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, a estimé qu'il y avait un problème d'incarnation. En clair, c'est la personne de François Hollande qui deviendrait un poids pour la gauche. La publication de ses confidences dans le livre « Un président ne devrait pas dire ça » a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les députés socialistes. Et s'ils soutiennent encore la politique du gouvernement, beaucoup n'hésitent plus à poser la question d'un retrait de François Hollande. La question, elle est posée. Elle n'est pas posée par Hugues Fourage, elle est posée par les Français et par un certain nombre de dirigeants, y compris de dirigeants du Parti socialiste. Donc, je veux dire, maintenant, il faut y répondre. Il faut y répondre rapidement. On attend tous la position de François Hollande. Un certain nombre de parlementaires pensent qu'il n'est pas en situation de se représenter, mais chacun a la correction d'attendre sa position. Certains parmi les députés PS voudraient voir Manuel Valls reprendre le flambeau en 2017. Mais le Premier ministre est resté prudent face au groupe socialiste. Il s'est simplement déclaré fidèle à la gauche et à la France. Est-ce qu'il y a aussi pour vous, Pascal Popelin, un problème d'incarnation, comme le dit Claude Barthelone? Moi, ce n'est pas mon sujet. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mon sujet, c'est que ce courant de pensée qui est la gauche de gouvernement et qui se colle aux responsabilités depuis 2012, qui a un bilan que je trouve considérablement dévalué, il y a une sorte de déni du bilan, elle puisse être présente. Une présidentielle, ça se joue aussi sur une personnalité ?
Oui, C'est la bonne personnalité, François Hollande? Mais d'abord, il est président de la République, donc ça veut dire qu'il a obtenu le soutien d'une majorité de Français en 2012. Donc c'est avant tout à lui de se poser la question. Moi, à chaque fois que j'ai décidé d'affronter le suffrage universel, beaucoup plus modestement, dans des élections locales ou législatives, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que je suis le mieux placé ou est-ce que je suis le moins mal placé dans mon camp pour faire gagner mon camp? Vous avez assisté, vous, à cette réunion du groupe PS. Vous avez été choqué par les attaques, par la violence des propos qui ont été tenus? D'abord, je n'ai pas ressenti de violence, mais j'ai ressenti de la franchise. Et il aurait bien été étonnant que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale soit le seul endroit où on ne parlait pas d'un sujet dont on parle partout ailleurs. Donc qu'un certain nombre de parlementaires, c'est le rôle de ces réunions de groupe aussi, de faire en sorte que quand on arrive le mardi des circonscriptions, on fasse remonter ce que les députés ont entendu sur le terrain durant le week-end, dans leur permanence, sur les marchés, dans les différents événements de la vie publique. Mais vous pensez que cette réunion, elle a pas plutôt stigmatisé la colère qu'apaisé vraiment les esprits? Elle a simplement marqué l'interrogation qui est sur le terrain, celle des Françaises et des Français, et donc par voie de conséquence celle des parlementaires, sur une situation créée par un livre qu'un président ne devrait peut-être pas faire. Qui ne devrait pas dire ça. Est-ce que Manuel Valls peut être le recours? En tout cas, Manuel Valls, il est Premier ministre. Il est Premier ministre d'un président de la République. Ça lui donne, par rapport à son ADN personnel et à la lecture des institutions de la Ve République auxquelles il est très attaché, une obligation de loyauté. Et donc loyauté par rapport au président de la République qu'il a nommé, mais aussi loyauté par rapport à la France et loyauté par rapport à la gauche. Loyauté par rapport à la France, oui, c'est ce qu'il a dit hier, c'est ce qu'il a dit à Tours samedi. Loyauté au président de la République, ça il ne le dit plus, Manuel Valls. Institutionnellement, il ne peut pas être candidat contre le président de la République quand on est Premier ministre. Mais après, ils se parlent entre eux. Et c'est sans doute ainsi que le dénouement se fera. Votre question, c'était quoi? C'était est-ce qu'il peut? Il n'est pas suppléant, il n'est pas remplaçant, il n'est pas en attente. Il est Premier ministre. Et quand on peut imaginer qu'il est souhaitable qu'un président de la République ou qu'un candidat à la présidence de la République ait cette dimension d'homme d'État, oui, incontestablement, il fait partie des rares, à gauche comme à droite, du reste, compte tenu de son parcours, de ce qu'il est, des responsabilités qu'il exerce, qui regroupe ces éléments et en particulier ce qualificatif d'homme d'État. On en vient donc à notre dossier du jour, les représentants de policiers qui seront reçus ce soir par François Hollande. Le chef de l'État tentera, après Bernard Cazeneuve, d'apaiser leur colère née de l'agression de Viry-Châtillon, car la mobilisation ne faiblit pas. Hier soir, ils ont à nouveau fait fi de leur devoir de réserve pour manifester un peu partout en France. Bastien Auger, Valérie Brochard. La colère des forces de l'ordre s'exprime dans la rue, mais elle est également relayée par les députés de l'opposition. Nous sommes en plein état d'urgence et nos policiers continuent chaque soir de recevoir notamment sur eux des boules de pétanque jetées des toits de zones de non-droit. Ils échappent à des émeutes dans des quartiers et sont blessés. Ils n'en peuvent plus de l'impunité et de votre manque d'autorité. Des accusations que le ministre de l'Intérieur récuse avec force. Pour Bernard Cazeneuve, l'exaspération des policiers n'est que le produit de la politique du précédent quinquennat. Vous êtes en train, parce qu'il y a un exercice qui s'appelle la primaire, de verser des larmes de crocodile sur le sort de ceux que vous n'avez cessé d'affaiblir par les décisions budgétaires et les décisions politiques que vous avez prises. Des besoins matériels certes, mais pour le président du groupe Les Républicains, c'est aussi et surtout un manque de reconnaissance et le laxisme de la justice que les forces de l'ordre dénoncent. Il y a effectivement des problèmes de matériel, mais c'est beaucoup plus grave que ça. C'est un manque d'autorité de l'État. C'est ce sentiment d'impunité totale qui a été incarné par la politique pénale pendant 4 ans, et ce mouvement aujourd'hui est révélateur de tout cela. Un argument que le garde des Sceaux balaie d'un revers de main, chiffre à l'appui. La réponse pénale n'a jamais été aussi ferme. Et pour simple démonstration, il suffit de regarder la surpopulation dans laquelle sont nos établissements pénitentiaires. Vous avez, il y a quelques années, c'était dans 2007, la moyenne d'incarcération était de 8 mois et demi. En 2015, elle est de 11 mois et demi. Et donc il y a une augmentation de la réponse pénale. Le président de la République recevra les organisations représentatives de la police en fin de journée. Est-ce que François Hollande et Bernard Cazeneuve ont trop attendu avant de recevoir les policiers ?
Oh, mais des concertations, il y en a eu beaucoup. Nous travaillons depuis 2012 à essayer de redonner de la puissance et de la force à la police nationale, à la gendarmerie. Et quand je vois... Vous n'avez pas vu monter le malaise, visiblement, des policiers. De voir monter le malaise. Les policiers, ils ont subi pendant 10 ans, et singulièrement au cours du dernier quinquennat, une politique de démantèlement quasiment de la police. Quand je vois les responsables de l'opposition oser dire ce qu'ils disent, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à des vandales qui auraient saccagé une maison, qui se mettent ensuite en face sur le trottoir, et quand il y a ceux qui viennent réparer, qui disent « mais enfin, comment vous ne réparez pas assez vite hein ?» Ça a été 13 000 postes de policiers et de gendarmes supprimés au cours du quinquennat précédent, ça a été 17% de baisse des crédits de fonctionnement hors personnel, ça a été 15% de baisse des investissements, ça a été le démantèlement du renseignement territorial, et aujourd'hui on viendrait de nous donner des leçons, alors que nous, depuis 2012, patiemment, on essaie de reconstruire ça. Je vais vous donner un exemple. Pour autant, ce que demandent les policiers, ce ne sont pas que des moyens humains. Oui, ce ne sont pas que les postes supprimés par Nicolas Sarkozy. Oui, mais enfin, ils demandent la légitime défense, par exemple, aujourd'hui. Sur ce sujet-là, plusieurs choses. D'abord, nous avons fait bouger le cadre législatif, la loi du 3 juin 2016, dont j'étais le rapporteur, lutte contre le crime organisé et le terrorisme, a modifié la doctrine d'emploi des armes, puisqu'elle a permis en particulier de régler ce problème du périple meurtrier et de protéger totalement les forces de l'ordre si elles emploient leurs armes pour stopper quelqu'un, même s'il n'est pas directement menaçant, mais qu'on sait qu'il est dans une spirale de violence. Ils ont exactement les mêmes droits que les gendarmes, par exemple, aujourd'hui ? Ils n'ont pas exactement le même régime, mais ça c'est une illusion, parce que le régime théorique des gendarmes n'est pas appliqué et n'est pas applicable, compte tenu des conventions européennes et des différentes doctrines. Il y a sans doute quelque chose à regarder. Parce que la préoccupation, c'est quoi? La préoccupation, c'est qu'effectivement, on ne puisse pas mettre en cause un policier quand il intervient au risque de sa vie pour protéger les autres. Mais il faut faire attention aussi à ce que ces modifications n'amènent pas les policiers à être dans un régime d'insécurité juridique. Quand nous avons travaillé d'insécurité juridique, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas suffisamment précis et qui porterait ensuite risque qu'il soit mis en cause. Aujourd'hui, il faut changer la loi ou pas? On a déjà fait un bouger, la loi du 3 juin 2016. Ce bouger, on a vu toute la difficulté, moi j'y ai travaillé, à écrire mot par mot et virgule par virgule les choses, y compris avec nos collègues sénateurs qui ne sont pas à majorité de gauche. On a trouvé des équilibres. Est-ce qu'il faut aller plus loin? En tout cas, il faut regarder, il ne faut pas faire des formules à l'emporte-pièce. Et s'il faut aller plus loin, le gouvernement n'y est pas fermé. Ça fera pas. Tous les sujets sont sur la table, a dit le ministre de l'Intérieur, nous regarderons. Mais ça ne peut être ni quelque chose qui donnerait un sentiment, y compris à la population, d'impunité d'emploi des armes, de risque de bavure, pour dire les choses clairement, ni quelque chose qui mettrait en insécurité juridique les policiers, c'est-à-dire un remède qui serait pire que le mal, puisque les doctrines d'emploi n'étant pas à ce moment-là suffisamment précises, un magistrat pourrait les mettre en cause. Donc il faut être extrêmement attentif. Il y a d'autres revendications de la part des policiers qui ont manifesté hier devant le palais de justice de Paris et ailleurs en province pour dénoncer le laxisme des juges. Les syndicats de police qui seront reçus tout à l'heure à l'Élysée ont tenu à se désolidariser des forces de l'ordre qui manifestent, eux, la nuit, où se sont retrouvés à la statue de Jeanne d'Arc cette semaine. Je vous propose qu'on écoute Jean-Claude Delage du syndicat Alliance. Il est au micro de Céline Martel et Nathalie Guilloire. Ces policiers, je les respecte parce qu'il y en a de chez nous, il y en a d'autres organisations syndicales. Ce que je ne respecte pas, c'est ceux qui leur confisquent la parole. Ce sont ceux qui les manipulent. Ce sont ceux qui font ça à des fins politiques. Parce que regardez bien quand même qui est derrière tout ça. Des non-policiers, des avocats. Regardez où les gens défilent. Interrogez-vous un peu plutôt que de donner la parole à des gens qui ne représentent pas la police nationale. Est-ce qu'il y a la patte du FN derrière ces mouvements de policiers contestataires, comme l'a dit Jean-Christophe Cambadélis? Moi, je ne rentre pas dans ces logiques-là. Je prends la police pour ce qu'elle est, c'est-à-dire, c'est des citoyens français, donc dedans, il y en a sans doute qui sont... Mais Jean-Claude Delage, vous l'avez entendu, dénonce cette forme de récupération politique, de manipulation. On est dans des problèmes de savoir si ce sont les syndicats qui sont représentatifs dans la police, parce qu'il y a 85% des policiers qui votent aux élections. Bon, moi, je rentre pas là-dedans. Il y a un malaise de la police, il faut y répondre, parce que on leur a tellement demandé. On leur a tellement demandé après les attentats, il y a eu l'euro, il y a eu les mouvements sociaux. Bon, donc il faut répondre à cela. Il faut répondre
sans démagogie. Alors là, il dénonce le laxisme des juges. Est-ce qu'il se trompe ? Comme l'a dit hier le garde des Sceaux, c'est un peu comme les histoires de météo. Il y a la température ressentie et il y a la température réelle. Quand on regarde les statistiques et quand on regarde les 18 000 condamnations, par exemple l'année dernière, pour des gens qui s'en sont pris aux forces de l'ordre, quand on regarde les peines qui sont prononcées, on peut se dire que la réponse pénale est non seulement ferme, mais qu'elle n'a jamais été aussi ferme si on compare ces données avec celles d'il y a quelques années. Effectivement. Mais en même temps, et il faut donc peut-être mettre en place avec les organisations syndicales un suivi des faits qui font l'objet de plaintes et de la manière dont il y a eu une réponse. Pour que, d'une part, si c'est vraiment un problème de ressenti, ce soit plus ressenti. Et il doit y avoir des moments où il n'y a pas une bonne réponse pénale à tel ou tel cas, eh bien ça puisse être identifié pour que ça puisse être corrigé. Très très rapidement, est-ce qu'il faut selon vous rétablir les peines planchers ? Ça ne sert à rien. Les peines planchers, le magistrat prononce des peines et quand il s'agit de mise en cause d'un uniforme, pour dire les choses clairement, on n'est jamais sur des peines light. Petite condamnation. Moi je suis pour que ce soit les magistrats qui prononcent les peines planchers, c'est un gadget. De toute façon, sur ces sujets-là, les condamnations sont lourdes. Merci Pascal Popelin d'avoir été avec nous ce matin, député socialiste de Seine-Saint-Denis. L'examen du budget de la sécurité sociale a commencé hier dans l'hémicycle. Elsa Monagava, bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Elsa, vous avez suivi bien sûr la discussion générale pour LCP. Il y a quelques points qui font débat dans ce budget de la sécurité sociale. Quels sont les articles qu'il va falloir surveiller ? Alors, il y en a un notamment qui va créer un débat, c'est celui sur la CSG des retraités. La CSG, c'est la contribution sociale généralisée. En commission, les députés socialistes ont adopté un amendement qui vise à augmenter le nombre de retraités qui bénéficient d'un taux zéro de CSG ou d'un taux réduit. Pour l'heure, pour être exonéré de CSG, un retraité doit avoir un revenu net mensuel inférieur à 1 206 € par mois. En commission, donc, ce revenu a été porté à 1 255 €. Mais les députés de la majorité font pression pour que cette mesure touche un maximum de retraités via notamment le taux réduit. Et il y a une marge de manœuvre. Écoutez à ce sujet Gérard Bapt, le rapporteur socialiste du texte. Notre commission a adopté, une très large majorité, un amendement redonnant du pouvoir d'achat aux retraités modestes, que l'on pourrait dire en quelque sorte de victimes collatérales de réformes fiscales successives. Cet amendement augmente de 5% les plafonds du revenu fiscal de référence, en deçà desquels ces retraités bénéficient d'une exonération de contributions sociales généralisées sur leurs pensions. Néanmoins, des évolutions possibles en séance pour améliorer le nombre des retraités modestes qui bénéficieraient de ce type de mesures seront menées. Il y a une autre mesure, Brigitte, qui fait débat, celle de la liberté d'installation des médecins. En commission, des députés socialistes, contre l'avis de la ministre de la Santé, ont adopté un amendement qui vise à lutter contre les déserts médicaux. Un médecin qui voudrait s'installer dans une zone où l'offre de soins est déjà très importante, eh bien, il ne pourra pas être conventionné. Pour une partie de la droite, c'est une remise en cause dangereuse de la liberté d'installation. Écoutez Jean Leonetti, le député Les Républicains. En effet, ou bien les médecins renonceront à s'installer et auront une autre pratique administrative ou une autre spécialité, ou bien les médecins ne s'installeront pas du tout, ou bien ils se déconventionneront, ce qui sera pire pour le territoire dans lequel ils seront installés, parce qu'à la désertification et quelquefois à la difficulté du territoire s'ajouteront alors la difficulté de trouver un médecin conventionné. Et puis il y a aussi l'article 10 qui fait polémique, il concerne l'économie collaborative. Le fait de louer de temps à autre son appartement, sa voiture. Eh bien le gouvernement entend réglementer cette pratique en la considérant parfois comme une activité professionnelle à partir d'un certain seuil de revenus. Et donc ça obligerait ceux qui l'exercent à s'affilier au RSI, le régime social des indépendants, et donc à payer des charges sociales. Ce sont ces seuils qui font débat. Pour beaucoup, ils sont considérés comme trop bas. Pour l'heure, pour les locations de maisons et d'appartements, ce serait 23 000 € par an. Pour les locations de voitures, de bateaux, c'est 3 860 € par an. Alors il est d'ores et déjà prévu des aménagements dans la séance publique, notamment
prévoyant de doubler ces plafonds. Et puis enfin, comme dans chaque projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y aura le débat sur la hausse du prix du tabac, via notamment une taxe sur les fournisseurs. Merci pour toutes ces précisions, Elsa Mondagava. Et on reparlera avec vous, bien sûr, de tous ces points qui font débat dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voyons donc à présent le sommaire de cette seconde partie de Politique Matin. 9h, c'est l'invité de la matinale, Nathalie Kosciusko-Morizet, députée de l'Essonne, candidate à la primaire de la droite. À 4% dans les sondages, comment envisage-t-elle l'après-primaire? Donnera-t-elle des consignes de vote en cas d'élimination dès le premier tour? Elle souhaite un revenu universel et une flat tax. Ce dispositif ne fait-il pas que des perdants? Enfin, François Bayrou est-il responsable de la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012? Appartient-il à sa famille politique? Nous lui poserons toutes ces questions. À 9h15, et si les chiffres du chômage permettaient à François Hollande d'être à nouveau candidat à la présidentielle? Au plus bas dans les sondages et fortement contesté dans son camp, le chef de l'État peut-il renoncer? Manuel Valls œuvre-t-il en coulisses? On en débattra dans Ça fait l'actu avec Benjamin Sportouche de RTL et Soazic Kemenor de Marianne. Enfin, à 9h25, la culture avec Christophe Combarieux. Il nous emmène voir la Palme d'Or de Cannes au cinéma. Moi, Daniel Blake de Ken Loach. Mais tout de suite, ce que nous avons retenu dans l'actualité de ce mercredi 26 octobre. Baisse historique du chômage en septembre, c'est le recul le plus important enregistré depuis 1996, moins 1,9%. 66 300 chômeurs ont quitté les statistiques de Pôle emploi le mois dernier. François Hollande y voit le fruit de sa politique, l'opposition, les effets du plan de 500 000 formations qui sont les demandeurs d'emploi, qui sort les demandeurs d'emploi de la catégorie A. Ce bon chiffre sera-t-il suffisant pour permettre à François Hollande de se représenter en 2017? Hier, les socialistes ont clairement exprimé leurs doutes en réunion de groupe. Claude Barthelone évoquant même un problème d'incarnation. Dans l'opinion, seuls 4% des Français sont satisfaits de l'action du président, selon une enquête du Cevipof. Et selon un sondage Sofres, le président, battu dans tous les cas de figure dès le premier tour, arrive systématiquement 4e ou 5e de l'élection, derrière Jean-Luc Mélenchon. Les policiers à l'Elysée, leurs représentants seront reçus en fin de journée par François Hollande, 10 jours après le début du mouvement. Hier, ils étaient quelques 150 rassemblés devant le palais de justice de Paris et dans plusieurs villes de province. Une marche de colère policière et citoyenne est organisée aujourd'hui. En parallèle, les forces de l'ordre contestataires se mobilisent la nuit et se retrouveront à 14h devant l'Assemblée nationale. Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Nathalie Kosciusko-Morizet, bonjour. Vous êtes députée de l'Essonne, candidate à la primaire de la droite. Vous êtes créditée de 4% dans un dernier sondage Ipsos. Est-ce que c'est une candidature de témoignage? Alors, je vais vous dire d'emblée, je vous ai entendu faire votre teasing tout à l'heure et je me suis dit, voilà, est-ce que je vais aller sur le plateau? Parce qu'en fait, aucune des questions qu'elle pose, qui sont toutes des questions de commentaires, du genre de débat. Justement, on est là pour débattre, on est là pour commenter. Non, justement, vous êtes là pour commenter. 4%, c'est un chiffre qui existe dans les sondages, je ne l'ai pas inventé. Vous êtes là pour commenter et moi je suis là pour porter des propositions et pour porter un projet. Alors, avec 4%. Donc, eh ben oui. Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous envisagez? Mais justement, de porter mes propositions et mon projet, c'est-à-dire de répondre en fait à toutes les questions qui ne sont pas celles que vous posez. Aujourd'hui, on est dans une primaire. On a une campagne qui doit être l'occasion de présenter aux Français différentes lignes politiques et leur permettre de choisir. Pas de commenter avant la primaire, l'après-primaire ou les petites phrases des uns et des autres. Ce qui, je pense, n'est pas ce qui les passionne le plus, et ce qui, je pense, surtout, n'est pas porteur d'avenir ou producteur de quoi que ce soit. Est-ce que vous pensez que les Français vont plébisciter votre projet, puisque vous êtes à 4% dans les sondages? C'est quand même une question. Oui, mais pour ça, il faut pouvoir le présenter, vous voyez, et sortir de ce débat dans lequel vous enfermez les uns et les autres, qui a une espèce de commentaire roulant, de petites phrases. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la raison de ma candidature à la primaire, c'est de proposer une alternative. Aujourd'hui, on a des candidats qui nous refont, pour certains, les campagnes de 2002, les campagnes de 2007, les campagnes de 2012, qui finalement propose à la France beaucoup de regarder son avenir dans le rétroviseur, alors que le monde est en pleine transformation, la société et l'économie sont en pleine transformation. On en avait un écho tout à l'heure avec la journaliste qui nous parlait de ce qui se passe sur l'économie collaborative en ce moment dans l'hémicycle. Et c'est ça, notre avenir. Notre avenir, c'est que vous, votre ambition, c'est d'être présidente de la République. C'est pas le débat des politiques. Donc ça veut dire que là, ça peut être qu'un premier tour, ça peut être qu'un tour de chauffe finalement cette fois-ci. Mon ambition, c'est d'imposer dans cette primaire un agenda différent. C'est-à-dire que on a depuis un an un débat qui s'est largement perdu dans des sujets comme la déchéance de nationalité, le droit du sang, le burkini, les Gaulois et d'autres polémiques récemment.
Et je pense qu'aucune de ces questions n'est vraiment dans le quotidien des Français. Et surtout, sur aucune de ces questions, on peut apporter des réponses et des solutions à leurs vrais problèmes. Donc moi, mon premier enjeu, c'est d'imposer un agenda différent, qu'on puisse parler dans la primaire d'éducation, de santé, de transformation numérique du monde du travail, de tous ces sujets qui sont dans la vie et qui, je le crois, sont dans notre avenir, beaucoup plus que les questions que j'ai évoquées. Et puis donc, mon deuxième enjeu... c'est vous qui incarnez le renouveau. Et mon deuxième enjeu, moi j'aime pas ce mot de renouveau, je vais vous dire pourquoi. J'incite tout le monde à aller voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire renouveau. L'ordre ancien. Ouais, c'est le retour à l'ordre ancien, en fait. Je crois qu'on a besoin de nouveau. Tout simplement. On a besoin de nouveau parce que le monde, la société, l'économie, ils sont en pleine transformation. Et eux, il s'y passe plein de choses nouvelles en quelque sorte. C'est comme si la politique était restée à côté des rythmes du monde. Je peux vous donner il n'y a pas d'adhésion finalement. Je peux vous donner des exemples concrets. Parce que la campagne, elle vient de commencer. Parce que là, on a fait 6 mois de campagne, de commentaires sur les parrainages. Et c'est pour ça d'ailleurs que Sauf que, par exemple, Alain Juppé, il est beaucoup plus haut. Bah oui, il n'a pas fait 6 mois de campagne sur les parrainages. Là, on a fait 6 mois de campagne, de commentaires sur alors, est-ce que vous allez avoir les parrainages? Et maintenant, je voudrais garder les 3 semaines qui viennent avant le premier tour pour pouvoir développer ce projet que je porte, qui consiste tout simplement à faire entrer la France de plein pied dans la modernité, à considérer les grandes transformations en cours sans naïveté. Il y a du bon, il y a du pas bon, il y a des opportunités, il y a des risques. Mais notre rôle à nous autres politiques, c'est de faire en sorte que la balance penche du côté des opportunités et pas de cultiver à l'infini les angoisses des Français pour essayer de les transformer en vote. Alors vous avez un programme qui est intéressant, vous proposez une flat tax et le revenu universel. Il y a un magazine qui s'appelle Capital qui dit que ça ferait 99% de perdants selon Bercy. Est-ce que vous avez calculé les conséquences de ce revenu universel et de cette flat tax? C'est complètement faux. Et puis, sur ce sujet, je vous incite plutôt à regarder les bons travaux qui ont été faits. Par exemple, alors hier, il y avait quelque chose de très pédagogique dans le Parisien. Les jours d'avant, il y a que l'Alaska. Dans le Parisien, ils disent qu'il y a l'Alaska seulement qui a fait le revenu universel. Ne prenez pas une seule source sur un sujet aussi compliqué. C'est un sujet compliqué parce qu'en plus, le revenu universel, il y a plusieurs façons de le faire. Moi, ce que je propose, c'est quoi d'abord? Je pars du constat que tout le monde peut partager, qu'aujourd'hui on a une fiscalité en France qui est hyper complexe. Il y a des taux partout, des niches, et la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Moins de la moitié des Français qui payent l'impôt sur le revenu, alors que normalement l'impôt sur le revenu, il est porteur de cohésion, voyez, Donc ça ferait quand même des perdants. La moitié des Français ne payent pas cet impôt-là. Et dans la complexité, se niche énormément d'injustice. Se niche aussi de la frustration. En fait, le sentiment que chacun y gagne plus que soi-même. Et donc moi, je propose un système qui est à la fois plus simple, plus égalitaire, d'une certaine manière, plus juste, et qui permet de résoudre un certain nombre d'inefficacités du dispositif actuel. Concrètement, un système dans lequel il y a un taux unique, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Mais il y a un revenu de base pour tout le monde, qui lui n'est pas soumis à l'impôt, qui fait que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, tout le monde va payer l'impôt sur le revenu, mais dans les petits revenus, on ne va pas y perdre. On va pas y perdre. Pourquoi? Parce qu'il y a un revenu de base qui est en fait une fusion de tous les dispositifs d'aide, donc une simplification de tous les dispositifs d'aide. Et puis, il y a une simplification avec une suppression de la plupart des niches fiscales, qui aujourd'hui sont porteuses en fait de pas mal d'injustice ou d'inéquité, parce qu'en fait, dans les complexités des niches fiscales, se glissent des malins. Donc concrètement, par rapport au système précédent, dans les hauts revenus, il y a moins le risque en fait de glisser entre les mailles de l'impôt. C'est plus clair, plus égalitaire, plus simple. Dans les bas revenus, il y a moins les problèmes de trappe qu'il y a aujourd'hui. Je vous prends un exemple très concret. Quelqu'un qui aujourd'hui est au RSA, il a 470 €, c'est-à-dire le montant du RSA moins le forfait logement, plus les APL. Et s'il reprend un travail, en fait, compte tenu de ce qu'il va perdre en aide, bon, d'accord, il ne paye pas d'impôt sur le revenu, mais sur les 10 premiers euros, il n'en touchera que 6. Donc c'est comme si c'était taxé à 40%. Avec mon système, quelqu'un mon système, qui a un travail d'économiste, quelqu'un qui reprend un travail, eh ben, il ne paye que la flat tax que tout le monde paye sur son nouveau revenu. Donc c'est plus incitatif, c'est plus clair, c'est plus transparent. Cette baisse d'impôt, vous voulez la faire simultanément avec une baisse des dépenses, avec des économies. Alors Nicolas Sarkozy a repris cette idée, vous nous le direz. Est-ce que finalement, dans un premier temps, vous acceptez l'idée que vous ne respecterez pas les 3% de déficit public? Moi, je pense que nous devons... Je pense qu'il y a deux solutions, il y a deux choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui en France. C'est ce qu'ont appliqué les socialistes,
qui a consisté finalement à jouer sur les taux d'imposition et à pas faire les réformes structurelles. Et l'Union européenne s'en inquiète, et avec raison, de voir une France qui ne fait pas ces réformes structurelles. Mais aussi le chemin que propose une partie de la droite qui consiste à dire on va faire des réformes et puis un jour, quand on aura économisé à partir des réformes, on réduira les impôts. Et je pense que ce deuxième chemin, qui est celui que propose une partie de la droite, n'est pas une route qu'on peut parcourir. En fait, ça marche pas. Quand on dit on va faire les réformes et un jour on baissera les impôts, 3%, c'est ça ça marche pas. Et donc ma proposition, c'est une troisième voie. Une voie dans laquelle on vote du même mouvement des baisses d'impôts et de charges et les réformes structurelles qui les gagent notamment vis-à-vis de nos partenaires européens. Ce qui est bien normal, chacun fait des efforts, c'est normal qu'on en fasse aussi, c'est normal qu'on se transforme. Mais on les fait du même mouvement. Si on fait que les réformes structurelles, en fait, les réformes structurelles, elles sont ce qu'on appelle récessives, elles abîment la croissance, et donc on n'arrive jamais aux baisses d'impôts, et on a besoin des baisses d'impôts. Et si on fait que les baisses d'impôts, évidemment, on se retrouve à déraper complètement en termes budgétaires. Donc je propose qu'on vote les deux d'emblée, dans un plan où on vote les choses en même temps. Et quand j'avais dit ça, comme vous le soulignez, il y a 1 an et demi, tout le monde a dit « Ah, c'est pas responsable ». Et en fait, un certain nombre de concurrents l'ont repris. Dont Nicolas Sarkozy. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'autre. Mais à la fin du quinquennat prochain, il faudra être sous les 3% ou il faudra être à 0 ? On est sous les 3%. À la fin du quinquennat, avec ça, on est sous les 3%. Et en fait, c'est vrai, momentanément, ça peut creuser un peu, transitoirement, le déficit. Pourquoi ? Mais parce que les baisses d'impôts que vous faites, vous les baissez tout de suite. Alors que les réformes structurelles, elles mettent un peu de temps à porter leurs fruits. Mais ça vous permet de tracer un chemin qui vous amène véritablement à baisser vos déficits, qui vous amène véritablement à retrouver le chemin de la prospérité. Je ne l'ai pas inventé, ce chemin. C'est celui qui a suivi l'Allemagne. En fait, c'est celui qui avait mis en œuvre Schröder en 2003. Mais oui, Schröder, on se souvient toujours en France des réformes qu'il a fait sur le marché du travail. Enfin, ça a pris 10 ans, ça a pris 10 ans quand même. Oui, enfin, ça a pris 10 ans en tout, mais au début, ça a mis quelques années, en fait, à porter ses fruits, mais pas tant que ça. Et il a mis en œuvre des réformes sur le marché du travail, mais du même mouvement. Il a baissé les impôts. Il l'a fait en même temps. Pourquoi ? Si vous faites que les réformes, il y a un moment où l'économie ralentit et vous n'atteignez aucun de vos objectifs. Et vous vous retrouvez finalement à relâcher sur les impôts, pas de la meilleure manière. Vous vous retrouvez à faire ce qu'on fait, droite et gauche, depuis des années, modifier quelques paramètres à la marge. Alors que c'est le système qu'il faut changer. Voilà, moi, ma différence, elle est là aussi. Je propose des transformations profondes du système parce que le monde a complètement changé et notre système, il date d'il y a 30 ans. Alors, vous êtes nombreux dans cette primaire et il y a notamment un candidat qui s'appelle Jean-Frédéric Poisson qui a eu pour vous des mots malheureux. Vous avez saisi la haute autorité. Il s'exprime ce matin, on l'écoute et vous réagissez juste après. J'ai commis une faute de langage, c'est indéniable. Cette faute a blessé ou inquiété beaucoup de personnes et j'ai infiniment regretté tout cela parce que c'était pas mon intention. Maintenant, le dossier des relations entre Madame Clinton et le Proche-Orient, la politique qu'elle veut y conduire, ce dossier-là reste entier. Est-ce qu'il faut que Jean-Frédéric Poisson soit sanctionné plus sévèrement ? Est-ce que pour vous ça suffit ? Il s'est excusé, pour la haute autorité ça suffit ? Pour vous il aurait dû être exclu ? Sur ce sujet-là, il s'est excusé. Il reste, malgré tout, moi je pense, un problème qui est de clarifier en fait ce que sont si les valeurs républicaines de la droite et du centre, qui sont celles sur lesquelles est fondée la primaire, qui sont la charte des valeurs qu'on demande aux électeurs de signer, ces valeurs-là sont compatibles avec ce genre de propos. Moi, je crois que non. Voilà, il aurait dû être exclu, finalement. À partir du moment où il s'est excusé sur ce sujet-là, c'est derrière nous, il a émergé un autre problème. C'est qu'hier, on a appris, Jean-Frédéric Poisson avait dit que en cas de second tour entre Marine Le Pen et Alain Juppé, il n'était pas sûr de voter Alain Juppé. Bon, alors ça contrevient en plus à tous les engagements. Peut-être pas le seul à dire ça chez les candidats de la primaire à droite. C'est pas le cas. On a eu un débat sur le plateau de TF1. Il a été demandé à tous les candidats s'il était clair qu'ils soutenaient au second tour qui soutenait le candidat qui avait gagné la primaire, qui l'accompagnerait à la présidentielle, et tout le monde s'y est engagé. Et là, on a un candidat qui dit finalement, si c'est celui-là, moi, je vais peut-être pas le soutenir. Dites, c'est pas les règles du jeu de la primaire. Et puis, c'est extrêmement problématique, surtout si c'est dans le cadre d'un duel avec le Front National, parce qu'en fait, on retombe dans un sujet dont moi je voudrais qu'un jour il soit complètement purgé, qui est est-ce que l'idée d'une alliance avec l'extrême politique droite entre le Nini qui a été évoqué dans certaines élections, que vous n'avez d'ailleurs jamais défendu. Mais c'est ce que je souligne, c'est-à-dire qu'au-delà du cas particulier de Jean-Frédéric Poisson, moi je pense qu'il y a un problème là, qui est est-ce que cet engagement qu'on a pris tous sur le plateau de TF1
il va bien être appliqué. Et d'ailleurs, je suis un peu surprise de voir un candidat comme Nicolas Sarkozy qui se montre très très strict vis-à-vis de la qualité des électeurs, en quelque sorte, à dire mais alors, il ne faut pas que les électeurs de gauche viennent voter. Alors, on ne sait pas d'ailleurs très bien comment on les... Parfois, limite à avoir l'air de dire qu'il faudrait que ne viennent voter que des électeurs qui ont voté Nicolas Sarkozy en 2012. On a l'impression qu'il voudrait que ce soit ça le critère. Parce que pour lui, François Bayrou l'a fait perdre en 2012. Vous êtes d'accord ou pas? Je trouve pour le moment Nicolas Sarkozy, qui se montre très très exigeant en quelque sorte vis-à-vis de l'origine électorale des électeurs, étonnamment silencieux sur ce propos de Jean-Frédéric Poisson. Parce que dites ça, c'est... Vous lui demandez de prendre la parole et de s'exprimer là-dessus? Mais moi, je pense que c'est à la haute autorité maintenant de dire les choses. C'est à la haute autorité de définir les contours de la primaire. Les contours de la primaire, c'est ceux des valeurs républicaines de la droite et du centre. Elle ne s'accommode pas de propos de ce genre-là. Il y a une question autour de François Bayrou. Est-ce qu'il appartient pour vous à votre famille politique? C'est ce qu'a dit Alain Juppé. Il y a une question actuelle là. Il y a un problème avec les contours de la primaire. Est-ce que c'est, comme je le crois, comme c'est affiché, comme on le dit, la primaire de la droite et du centre? Moi, c'est mon souhait, c'est ce qu'on dit. Sauf qu'il n'y a pas de c'est l'esprit de la primaire. Mais il y a des électeurs centristes. Bien sûr. La primaire de la droite et du centre, c'est la primaire de ceux qui veulent choisir leur candidat pour l'alternance. Ou est-ce qu'on accepte l'idée que ça puisse être en fait la primaire de la droite et de l'extrême droite? Et donc, on tolère des propos qui sont des propos glissants, y compris en termes électoraux, quand un candidat envisage au second tour de ne pas trancher entre l'un des nôtres et Marine Le Pen. Est-ce qu'on tolère ça? Si c'est la primaire de la droite et du centre, si c'est la primaire qui s'inscrit dans un engagement sur les valeurs républicaines de la droite et du centre, la perspective d'une fusion entre la droite et l'extrême droite, la perspective d'un accord entre la droite et l'extrême droite n'a pas sa place. N'a pas le droit de citer. C'est que François Bayrou l'a fait perdre pour revenir au centre. Écoutez, François Bayrou l'a fait perdre en 2012. C'est vrai qu'il a quand même contribué à la défaite de la droite. On aimerait aujourd'hui l'entendre sur ce sujet. La primaire de la droite et du centre, c'est la primaire à laquelle sont invités tous les électeurs qui ne veulent plus de François Hollande et qui ne veulent pas de Marine Le Pen. Est-ce que la question c'est pas François Bayrou ou pas François Bayrou? Il a dit qu'il n'irait pas voter à la primaire. La question c'est les électeurs. Est-ce que les électeurs qui ne veulent plus de François Hollande, qui ne veulent pas de Marine Le Pen, tous ces électeurs-là sont bien invités à la primaire? Moi, je dis oui. Quel qu'a été leur vote en 2012? Quel qu'a été leur vote en 2012? La question, c'est pas ce que vous avez voté en 2012. La question, c'est ce que vous voulez voter en 2017. Et un électeur qui, en 2012, a été, parce qu'il était déçu et allait voter François Hollande et qui aujourd'hui ne veut plus en entendre parler, ne veut plus de François Hollande, ne veut pas pour autant de Marine Le Pen et veut choisir son candidat. Ça veut dire qu'il faudra gouverner avec le MoDem, avec les centristes, dans un gouvernement, avec tout le monde qui veulent transformer la France. Vous savez, en 2012, on a perdu. Donc, si on dit aux électeurs, on ne veut que ceux qui ont voté pour nous en 2012, ceux qui ont voté Hollande, qui sont aujourd'hui déçus, on ne veut pas en entendre parler. Vous allez perdre en 2017. On va faire quoi? Ben oui, on ne fait pas une majorité avec ceux-là qui faisaient une minorité la dernière fois. Si vous voulez, pour construire une majorité, il faut rassembler plus largement. C'est vrai, moi j'insiste, on ne va pas trier les électeurs en fonction... D'abord, c'est pas aux candidats de trier les électeurs, c'est aux électeurs de trier les candidats. Et puis, la légitimité des électeurs à venir voter, elle ne se fait pas en fonction de ce qu'ils ont voté les 3 dernières fois ou depuis 3 générations. Elle se fait en fonction de ce qu'ils veulent voter la prochaine fois. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions d'LCP. Très bonne journée à vous et bonne chance dans cette primaire de la droite et du centre. À gauche, François Hollande est enlisé dans les sondages. Son camp doute, mais le chômage baisse. Et si l'inversion de la courbe lui permettait de réaliser ses nouvelles ambitions présidentielles? On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Benjamin Sportouche, rédacteur en chef du service politique, rédacteur adjoint à RTL. Et avec, bonjour Benjamin, et avec Sadi Kemener, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Alors il y a eu ces bons chiffres du chômage. Hier, moins 66 300 demandeurs d'emploi, moins 1,9% sur le mois de septembre. Est-ce que le chômage peut finalement sauver François Hollande à la course à la présidentielle, Benjamin? Écoutez, c'est ce qu'il espère en tout cas, hein, mais franchement, c'est tellement oscillant cette courbe du chômage, hein, c'est tellement en dents de scie qu'on ne sait pas trop ce qu'il en est exactement, et puis il y a les stages, les formations, vous savez, ce grand plan apprentissage qui a été mis en place par le gouvernement, donc on sait très bien que ça joue, mais pour François Hollande, bien évidemment, et on l'a entendu hier dans l'auto-congratulation qu'il pouvait avoir sur ces chiffres-là, que ça pouvait être un déclencheur, cette fameuse inversion de la courbe du chômage. De toute façon, écoutez, il a envie d'y aller.
On le sait que les chiffres du chômage... Peu importe que son candidat, peu importe que le groupe socialiste soit en ébullition. Il a tout fait pour, on voit ce plan de 500 000. Encore une fois, formation, c'est énorme, ça coûte 1 milliard à l'État. C'est parfois des formations dont on peut s'interroger sur le sens exact, mais il veut y aller. Il pense qu'il est le seul qui peut sauver la gauche. Et puis surtout, il pense qu'il est le seul à pouvoir se sauver et à défendre son bilan. Et pour un président sortant, c'est essentiel. Les institutions sont ainsi faites que si vous n'y allez pas, personne ne défendra votre bilan mieux que vous-même. C'est vrai qu'il est au plus bas dans tous les sondages, dans les codes de popularité. Et finalement, le chômage qui devrait plomber sa candidature va peut-être pouvoir être un élément qui pourrait le porter jusqu'en 2017 ? Je pense que c'est quand même une politique dont on voit les coutures, c'est-à-dire que depuis le début de son quinquennat, il annonce cette inversion de la courbe du chômage en expliquant qu'il va y annexer sa candidature pour une éventuelle réélection qui paraît aujourd'hui un mirage. Et donc là, on voit bien que toutes les conditions sont réunies, Benjamin l'a très bien dit, pour que les chômeurs qui étaient en catégorie A passent en catégorie C, c'est-à-dire qu'ils soient stagiaires et qu'à ce moment-là, ils disparaissent des chiffres des catégories A. Donc on est dans un tour de passe-passe. La question de toute façon n'est plus celle de la courbe du chômage ou pas, elle est de la candidature de François Hollande et elle est surtout la question de savoir si un jour un représentant de la gauche pourrait être présent au second tour de la présidentielle, et là c'est absolument pas le cas. C'est vrai qu'il arrive 4e ou 5e. François Hollande comme Manuel Valls, finalement, c'était ce que ce que vous disiez, c'est-à-dire que même le Premier ministre aujourd'hui qui pourrait être le recours ne l'est pas. C'était le sondage qu'on a publié hier sur RTL. On voit bien que Manuel Valls ne fait pas mieux que François Hollande. Et c'est ça qui rassure François Hollande. François Hollande, il doit être très content ce matin. Il doit se dire, voilà, finalement, mon Premier ministre ne fait pas mieux. Emmanuel Macron fait mieux, mais il se dit qu'il passe pas non plus la barre du premier tour. Donc il se dit, au pire, c'est moi, le plus petit dénominateur commun, c'est encore moi. Sauf que François Hollande est quand même derrière Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas quand même compliqué d'aller à une présidentielle qui ne s'est pas encore instaurée, il n'est pas encore candidat. On se peut aussi, et ça c'est vrai, se rappeler de 2012 où Jean-Luc Mélenchon a atteint des sommets, 15%, et finalement il est redescendu à 11%. Donc c'est ça la stratégie de François Hollande. Il se dit que finalement tout le monde, même si c'est par défaut, se coalisera autour de lui. Il peut y aller contre tous. Je pense que, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Benjamin, je pense que la question Mélenchon devient quand même essentielle. On sait que Jean-Luc Mélenchon espérait ce moment où il allait passer devant François Hollande et devant Manuel Valls, mais là ça arrivait un petit peu tôt aux yeux de Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se passe ? On est en train de se demander quel va être l'avenir du Parti Socialiste. Là on n'est plus seulement sur la présidentielle, on est sur plus large. Est-ce que le PS va devenir le PASOK à la Grèce avec Syriza qui passe devant ? Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se dessiner ? Alors après, on sait toutes les difficultés qu'a eu Alexis Tsipras à imposer ses choix pour l'Europe, d'ailleurs qu'il a fallu qu'il remette dans sa poche. Donc on sait bien que c'est pas un chemin de rose qui est devant un éventuel candidat de la gauche radicale en France. Mais c'est quand même important psychologiquement d'avoir Jean-Luc Mélenchon qui est devant, parce que Jean-Luc Mélenchon multiplie les clins d'œil aux électeurs déçus de François Hollande. On voit qu'il a gommé son aspect rugueux, il essaie d'apparaître, il l'a fait récemment dans un livre d'entretien autobiographique plus lisse, nu devant les électeurs. Il fait aussi des gros clins d'œil aux électeurs écolos, en sachant que la primaire écolo est en train de devenir... Ce que disait Benjamin, c'est que finalement, en fait, la dynamique autour de François Hollande n'est pas créée, et que finalement, François Hollande pourrait repasser après devant Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous y croyez, ou est-ce que vous pensez que cette bataille, elle va être quand même compliquée à mener ? Je pense que cette bataille va être très compliquée à mener parce qu'on se demande quels pourraient être les instruments de la dynamique. On essaie, il y a des discours, il y en a encore un cet après-midi pour le centenaire de la naissance de François Mitterrand. Donc une volonté d'essayer de rebondir par les discours. Or pour l'instant ça ne marche pas. Donc sa seule tactique en fait c'est je suis à l'Élysée, je suis enfermé à l'Élysée, je suis maître des horloges, je décide de quand je serai candidat et regardez de toute façon ils font pas mieux que moi. Mais sauf qu'on a vu hier la réunion du groupe PS que les soutiens commençaient à partir. Même Claude Barthelone dit qu'il y a un problème d'incarnation. Vous savez sur quoi compte François Hollande ? Le vote utile. Depuis le début, il se dit d'ailleurs, déjà il pense que les Verts n'auront pas leurs 500 signatures. C'est sa stratégie et il n'a pas été déçu avec l'élimination de Cécile Duflot. C'était même inespéré pour lui que ça se produise au premier tour de la primaire des Verts. Maintenant, il se dit qu'il va y avoir certainement un affaiblissement de Jean-Luc Mélenchon par sa propre gauche à lui, c'est-à-dire par le Parti communiste qui, même si finalement va le soutenir, ne fera pas véritablement campagne et que peut-être qu'il aura tout juste ses 500 signatures. Et enfin, son troisième argument, c'est le vote utile. Au final, les Français de gauche ne voudront pas qu'il y ait un combat entre la droite et l'extrême droite, et donc la gauche s'invitera forcément dans la présidentielle. C'est tout son calcul. Il est extrêmement périlleux. Et puis ce bouquin est venu
tout mettre à mal dans sa stratégie. C'est cataclysmique ce livre de nos confrères du Monde pour lui. Oui, complètement, exactement. Il peut y avoir des conséquences sur le long terme, mais sa stratégie c'est celle-ci. Encore une fois, je suis le pivot, qu'on le veuille ou non, de la gauche, et donc finalement, on sera derrière moi forcément, pas par conviction, pas par adhésion, et c'est peut-être ça qui est bien triste aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre pour incarner la gauche. On entend Christiane Taubira, on entend Ségolène Royal, Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem, il y a tellement de noms. C'est le jeu, et finalement, tout cet alignement de noms arrange François Hollande, puisqu'ils sortent maintenant, c'est-à-dire avant que les choses sérieuses commencent. Donc finalement, toutes les candidatures sont regardées de très près. Là, celle de Manuel Valls est en train de prendre l'eau avec ses sondages, ce sondage que vous avez publié hier soir, 10%. Donc l'hypothèse n'est plus crédible. Donc finalement, un à un, tous ses adversaires ou ses concurrents potentiels s'éteignent. Donc finalement, même s'il fait un tout petit score, pour l'instant, il est en position d'être le candidat de la gauche. Donc on fait le pari que François Hollande sera candidat, en tout cas aujourd'hui. C'est une énorme surprise, enfin lui il en meurt d'envie, on sait bien. Merci Benjamin Sportouche d'avoir été avec nous, rédacteur en chef adjoint au service politique de RTL, et merci Swazik Kemenor, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Un peu de culture évidemment pour terminer cette émission. Je vous emmène au théâtre et au cinéma. Et c'est Christophe Combario qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. On parle théâtre évidemment pour commencer avec le grand philosophe Vladimir Yankelevitch qui a fait l'objet d'un spectacle en ce moment. C'est au Lucernaire à Paris. Exactement. Alors partant justement de sa très longue correspondance avec son ami Léon Bauduc, le spectateur plonge un peu dans l'intimité de ce grand penseur, mais convoque aussi toute l'histoire du XXe siècle. Leurs disputes philosophiques, la montée du fascisme, la guerre, la libération, mai 68, les premiers ordinateurs, les crimes de la Shoah. Bref, tout y passe. C'est une véritable leçon de conscience rendue vraiment captivante, vraiment très vivante par le très grand talent de ce comédien qui est Bruno Abraham Kremer. Il a conçu le spectacle en nous livrant ces échanges épistolaires sur scène avec une décontraction, avec une bonhomie, avec une sympathie vraiment peu commune. Voilà, il rend ainsi hommage à l'esprit libre, cet homme assez visionnaire qui était plein d'humour, qui a quand même été professeur de philosophie sociale, morale à la Sorbonne pendant plus de 30 ans. Le spectacle s'appelle Vladimir Yankelevitch, la vie est une géniale improvisation. C'est au théâtre du Lucernaire et c'est jusqu'au 11 décembre. Si vous voulez en regarder un petit extrait. Oui, avec grand plaisir. Moi, je me suis affilié au Front commun, un grand mouvement antifasciste. Oui, je sais que ça te déplaira. Mais le danger que le fascisme, la brutalité et l'esprit totalitaire font courir à la pensée sont si grands que toute autre considération devient secondaire. Il faut se grouper et se défendre. Et la surnature en nous, c'est la force de dire non. De répondre non à ce qui sollicite le oui. De dire non au oui et non point de dire oui à oui. Alors du théâtre, on passe au cinéma avec la Palme d'Or 2016 décernée à Ken Loach en mai dernier. Exactement, et le film sort effectivement aujourd'hui en salle. Le grand réalisateur britannique, héros du cinéma social et engagé, déjà palmé il y a 10 ans, est de retour avec Moi, Daniel Blake. Le film raconte l'histoire de ce menuisier veuf de 59 ans, victime d'un accident cardiaque et qui l'oblige alors à faire appel à l'aide sociale, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Ses médecins lui ont interdit de travailler, mais le job center dans lequel il va pointer, dans lequel il se rend, il le déclare apte au travail, donc il va perdre toutes ses allocations auxquelles il pensait avoir droit. S'ensuit évidemment une très longue descente aux enfers, malmenée par une administration aberrante et assez ubuesque. Voilà, objectivement, comme d'habitude, Ken Loach signe là une œuvre forte, altruiste, généreuse, un cri du cœur contre la déshumanisation progressive de nos sociétés modernes. Voilà, regardez la bande-annonce, elle est vraiment magnifique. C'est aujourd'hui que ça sort, ce film, Moi, Daniel Blake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Well, I want to appeal. You have to apply online, sir. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. Not now? No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus Christ! Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well.
Voilà, moi, Daniel Blake, qui donc sort en salle aujourd'hui. Pour finir, Christophe, un jeu de cartes, on va jouer ? Tout à fait. On s'amuse un peu à moins de 7 mois des présidentielles maintenant. C'est pas tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure, mais bon, c'est un nouveau jeu de société. Le voilà. Passez ça à Brigitte, c'est très drôle. Je vais distribuer les cartes. Vous allez pouvoir avec manigance prendre part, je dirais, à la... à la fin, c'est ça qu'il faut nous dire. Alors, on va le savoir tout de suite. Vous avez un petit quart d'heure du pouvoir. Il vient d'être lancé par un jeune studio de création, Studio Mégalo, qui vous propose de vous mettre dans la peau d'un chef de parti politique, d'influencer les membres adverses, de provoquer des scandales, et ce, pour récolter un maximum de voix en vue de l'élection présidentielle suprême. Voilà, les 6 partis principaux sont présentés. Vous pouvez donc entrer dans la peau d'Alain Juppé, d'Arnaud Montebourg, de Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Pierre Laurent, Jean-Marie Maréchal Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Moi, j'ai Marine Le Pen. J'ai votre invité de tout à l'heure, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet. Ah, ben elle est là. Moi, j'ai Eva Joly. On enlève la carte. C'est Nathalie. Non, on enlève la carte. Allez hop. Alors, entre jeux de cette famille et cartes de Pokémon, la guerre est ouverte, on s'amuse et on devient de fins stratèges. Voilà. Manigance, la baseline juste en dessous, c'est puisqu'il se joue de nous, jouons avec eux, c'est pas faux. Le jeu disponible en précommande sur la plateforme Ulule ou sur leur site internet Studio Mégalo, en un seul mot, .fr/manigance au pluriel. C'est très très drôle. Ouais, c'est presque comme des Pokémon rares, hein, c'est politique. On ira plutôt au ciné, parce qu'on est au cinéma tous les jours. Allez, merci quand même. Merci Christophe et à la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dès demain dans Politique Matin à 8h30 et à 9h. Mon invité sera Luc Carvounas, sénateur socialiste du Val-de-Marne et soutien de Manuel Valls. Très bonne journée sur LCP et à demain.